cette notion de courbe de demande, en fait, je peux la faire apparaître à partir du modèle ISLN. J'ai choisi P comme une variable exogène, et donc je reste toujours dans ce modèle si j'imagine que P varie, mais de manière exogène. Autrement dit, je peux analyser les multiplicateurs, je peux utiliser et analyser les multiplicateurs associés à la variable P. C'est-à-dire, je peux étudier comment varient Y et R lorsque P varie. Et en particulier, ce qui va m'intéresser, je mets le focus dessus, si vous voulez, c'est comment varie Y lorsque P varie. Autrement dit, comment varie dans l'équilibre à prix fixe, comment varie Y lorsque je donne à P une variation exogène. Et donc je traite P exactement comme les autres variables exogènes. J'ai imaginé que je pouvais faire varier GMT, je peux aussi faire varier P. Et en fait, si je fais cela, je vais faire intervenir une relation implicite qui lie Y et P. Et cette relation implicite, je peux l'analyser à partir du multiplicateur dy dp. C'est ça qui va me permettre d'introduire la notion de fonction de demande agrégée. Vous voyez que cette présentation est quand même assez conceptuelle. Vous avez rencontré sans doute la notion de demande agrégée, mais pas exposée de cette manière. Alors, qu'est-ce que c'est que la demande agrégée, dans ce contexte-là? Qu'est-ce que c'est que conceptuellement la demande agrégée? Eh bien, c'est la fonction implicite qui détermine Y en fonction de P et qui est évidemment paramétrée par Gm et T. C'est-à-dire que cette fonction, dans le plan PY, va dépendre, sa position, la courbe de cette fonction va dépendre des valeurs que vous attribuez à Gm et T. Pour tracer cette fonction, pour tracer le graphe de cette fonction, pour imaginer le graphe de cette fonction, je fais l'opération, disons, mentale suivante. Je suppose que Gm et T ne varient plus, mais par contre, je fais varier P. Et donc, j'ai une relation qui est implicite, qui va lier Y et P. Alors voilà, j'ai donc cette définition qui est écrite ici. Il existe une relation entre Y et P paramétrée par Gm et T, c'est-à-dire sous condition que j'ai donné des valeurs à Gm et T et qu'elle ne bouge pas. Et je cherche cette relation. Je cherche à dire quelque chose sur cette relation. Bon, là encore, c'est très difficile d'établir cette relation de manière explicite, autrement dit de traiter globalement ce problème. Il faudrait évidemment faire une résolution, d'un modèle non linéaire, ce que, comme vous savez, on ne sait pas faire en général. Il n'y a pas de méthode générale. En revanche, je peux continuer à travailler localement, c'est-à-dire je peux chercher comment à un point donné va varier Y lorsque je déplace un petit peu la valeur de P. Et ça, évidemment, ça m'est décrit par le multiplicateur dy dp. Alors, l'opération, en fait, je l'ai faite ici, je l'ai présentée presque totalement, donc vous pouvez reprendre ce calcul. Le calcul est présenté dans cette diapositive. J'ai pris les deux équilibres, les deux premières relations, qui sont les équilibres sur le marché des biens et sur la monnaie, le marché de la monnaie. Donc, les équilibres sur le marché des biens et sur le marché de la monnaie. J'ai calculé les différentiels totales. Et puis, j'ai supposé que les variables G, M et T, provisoirement, je ne les modifie pas.
Alors, en réalité, ce que je vais faire, c'est tout simplement résoudre en dy, c'est-à-dire éliminer l'autre variable endogène, R, je vais éliminer R, plus exactement, je vais éliminer dr. Donc je vais, de ces deux équations, en éliminant dr, tirer une seule équation. Et cette équation, effectivement, vous voyez que c'est une équation linéaire qui fait intervenir dy, dp, dg, dm, dt. Donc elle se présente comme la linéarisation ou l'approximation linéaire de ma fonction de demande. Et ça, par contre, je peux en dire quelque chose. Je peux en dire quelque chose parce que, vous voyez, je vais pouvoir, c'est une approximation linéaire, mais je vais pouvoir dire quelle est la pente de la relation de la fonction qui lie y et p en regardant le multiplicateur ici qui apparaît et qui est HRM sur P au carré LR. Et il faut faire attention parce que dans ce multiplicateur, il faut encore diviser par D parce que D multiplie dy. Donc ce multiplicateur, en fait, lorsque on résout l'équation, c'est-à-dire lorsqu'on écrit dy en fonction de dp, ce multiplicateur, il est précédé du signe moins, parce qu'on passe de l'autre côté du signe égal. Et donc, je suis sûr que ce multiplicateur est négatif. Ou encore, je suis sûr que la pente de la fonction implicite fd, au voisinage de mon équilibre initial, est une pente négative. Pourquoi j'en suis sûr? Eh bien parce que les hypothèses que j'ai retenues sur les dérivés HR et LR et la signature de D me permettent de dire cela. Donc, je tire cette conséquence, je peux conclure sur le signe de cette dérivée, donc sur la pente de cette courbe FD, je peux conclure uniquement sur la base des hypothèses que constituent les signes des dérivés des fonctions de comportement. Toutes les dérivées interviennent, puisque dans le terme D, il y a aussi les dérivés par rapport à Y. Il n'y a pas que des dérivés par rapport à R. Donc je suis arrivé quand même à un résultat très important. Le résultat très important, c'est qu'au fond, dans ce modèle ISLM, il y a implicitement une relation entre Y et P. Au fond, ce modèle ISLM, souvent, on ne parle pas de ça, on parle de Y et L, mais en fait, il cache une relation, c'est une façon de parler, il cache une relation entre Y et P. Et cette relation entre Y et P, je vais l'appeler fonction de demande agrégée. Je vais l'appeler, c'est une présentation. En réalité, je retrouve de cette manière, formellement et rigoureusement construite, la notion de demande agrégée qui est souvent présentée de manière discursive et pas incorrecte, mais disons très difficile à comprendre sur le fond. Donc, qu'est-ce que c'est que la fonction de demande? C'est la relation implicite qui existe entre Y et P dans le couple de relations IS et LU. Je vous ai dit qu'on peut la retrouver aussi à partir du modèle classique. Je ne vais pas le faire formellement, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas uniquement dans le modèle ISLM qu'on peut établir ce résultat. Ce n'est pas lié à un régime. C'est un peu difficile à comprendre. Mais on va laisser ça de côté, peut-être ça fera l'objet d'un petit exercice en TD. Très souvent, la notion de fonction de demande est présentée comme quelque chose qui est dans la logique des modèles keynésiens. En réalité, elle existe aussi dans les modèles classiques. C'est moins connu. Voilà, donc, le deuxième point important qui est contenu dans cette diapositive est le suivant. Comment se déplace la courbe de demande agrégée que j'ai tracée ici? Vous voyez, elle est à pente négative.
comment elle se déplace lorsque les instruments de politique économique varient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe sur cette courbe de demande lorsque on augmente les dépenses publiques? Qu'est-ce qu'il se passe sur cette courbe de demande lorsque on augmente la masse monétaire? Comment se déplace cette courbe de demande quand on augmente, par exemple, les taxes? Eh bien, on peut répondre à toutes ces questions en regardant les autres multiplicateurs. Les multiplicateurs donc, qui apparaissent sur les autres termes, c'est-à-dire des G, des M, des T, dans cette relation qui est juste en bas. Et on peut, avec un petit effort de réflexion que je vous laisse faire par vous-même, s'assurer que lorsque les dépenses publiques augmentent, la courbe de demande se déplace en haut et à droite. Lorsque la masse monétaire augmente, la courbe de demande se déplace en haut et à droite également. En revanche, lorsque les taxes augmentent, la courbe de demande se déplace en bas et à gauche. Ça, c'est moins connu que ISCLM. Et c'est parce que c'est d'un niveau conceptuel plus élevé, si vous voulez. Et ça va nous permettre aussi d'introduire une notion encore plus synthétique, celle de politique de demande. Jusqu'à maintenant, on a parlé de politique monétaire et budgétaire. Vous entendez très souvent, sur les médias ou dans les débats, vous entendez parler de politique de demande. Eh bien, je suis en mesure, maintenant, après avoir introduit cette notion, de préciser de manière rigoureuse ce que signifie politique de demande. Alors, une politique de demande, c'est une politique qui modifie les paramètres G, enfin plutôt les instruments de politique économique, macroéconomique G, M et T. Une politique de demande, au fond, c'est une variation des paramètres, des instruments de politique économique G, M et T qui produisent un déplacement de la courbe de demande en haut et à droite. Vous voyez que c'est quelque chose de très, très général et très conceptuel. Je ne suis pas sûr que les journalistes qui parlent de politique de demande comprennent cela ou ont vraiment conscience de cela. Un économiste pointu qui fait de la macroéconomie en situation opérationnelle doit parfaitement maîtriser cela. Voilà, donc je suis arrivé à redéfinir la notion de politique de demande. J'ai franchi une marche. C'était avant ce raisonnement une idée vague. Maintenant, c'est un concept extrêmement précis. Donc, je parlerai d'une politique de demande expansionniste lorsque les variations que j'imagine, que je donne à mes instruments de politique économique, déplacent la courbe de demande en haut et à droite, et je parlerai de politique de demande restrictive lorsque les variations de G, M et T déplacent la courbe de demande en bas et à gauche.